On est ravis de vous retrouver ici dans cette salle de conférence et nous allons accueillir, mesdames et messieurs, pour cette première intervention sur le moment important, le lancement, bilan et perspectives sur les actualités réglementaires amiantes de la rentrée 2021. À ce titre, je vais inviter monsieur Thomas Collin, chargé de mission amiante de la Direction générale du travail, à bien venir à mes côtés. Merci. Il sera accompagné de monsieur Lionel Jeannot, président de la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Nous continuons avec monsieur Jean-Marc Moinard, président adjoint de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers FNIM. Monsieur Anis Megdish, président de l'AFEL, Asbestos French Ethic Lab. Monsieur Vincent Sa Pereira, président de l'Union des laboratoires de santé du bâtiment. Madame Isabelle Viau, syndicat du retrait du traitement de l'amiante et des autres polluants, CIRTA. Monsieur Olivier Rio, syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage, CEDRE. Et enfin, notre 8e intervention, Madame Nadège Larigaudière représente la Fédération française du bâtiment. Et comme nous sommes dans un moment où on est tous ravis de se retrouver, je pense que c'est toujours agréable au moins de tous vous applaudir. Merci encore et nous sommes ravis de tous vous retrouver. Thomas, je vous souhaite une très belle intervention et ravi de vous retrouver ici. Nous aurons tout le loisir de se retrouver dans 20 minutes. On part là-dessus. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette table ronde, durant laquelle je vais avoir l'honneur de vous présenter tout d'abord l'état d'avancée de quelques chantiers emblématiques du pôle amiante, et au premier chef le repérage amiante avant travaux, mais également l'ouverture du pilote d'EMAT amiante. Et par ailleurs également vous faire un tour d'horizon sur l'évolution réglementaire qui est prévisible pour l'année en cours, mais également pour les années à venir. Alors tout d'abord, quelques mots sur le repérage amiante avant travaux, et tout d'abord quelques mots de contexte. Alors, j'imagine que nul ici n'ignore que l'article L4412-2, qui a été introduit par la loi du 8 août 2016, pose une obligation de repérage de l'amiante préalablement aux opérations comportant un risque d'exposition des travailleurs à l'amiante, et ce à la charge du donneur d'ordre, du maître d'ouvrage d'un chantier du BTP, ainsi que d'une figure jusqu'alors pas connue du Code du travail, qui est celle du propriétaire, que ce soit d'un immeuble, d'un équipement, d'un matériel ou d'un article. Cet article législatif n'était pas autoporteur et donc nous avons pris un décret en Conseil d'État du 9 mai 2017 qui expose les conditions d'application de cette réglementation ainsi que les conditions d'exemption, voire de dispense, dans 6 domaines d'activité que le décret liste. Le décret fixe des obligations transverses, communes à l'ensemble des domaines d'activité. Pour autant, il précisait qu'il devait être complété par des arrêtés d'application, autant par domaine d'activité. Effectivement, pour chaque domaine d'activité, le dispositif n'entrait en vigueur qu'une fois l'arrêté d'application pris. Enfin, il faut le garder à l'esprit, le décret précisait que le dispositif devait rentrer en vigueur dans tous les domaines d'activité au plus tard le 1er octobre 2018. Alors cette date, mais vous le savez déjà, nous n'avons pas pu, et j'ai même envie de dire qu'on ne pouvait pas la tenir, et ce pour différentes raisons. Tout d'abord, parce qu'il y avait effectivement un projet d'introduire de nouvelles portées d'accréditation dans la réglementation, tout particulièrement pour la recherche d'amiante naturelle dans les matériaux type roche et granulat, ainsi que dans des matériaux manufacturés du type enrobé des infrastructures de transport. Et donc tout ceci nécessitait un décret modificatif au décret initial pour introduire à ce niveau l'exigence de faire toujours appel au laboratoire titulaire de la bonne portée d'accréditation. Et par ailleurs, eh bien, il a fallu également composer avec le choix fait par la DGT de passer dans chaque domaine d'activité pour l'obtention d'une méthodologie de RAT par le biais effectivement de travaux normatifs. Travaux normatifs qui ont réuni les experts de chaque domaine d'activité et qui consistaient à décliner aux spécificités du dit domaine les lignes méthodologiques de la première norme en matière de repérage amiante avant travaux, c'est-à-dire la norme NFX 46020 d'août 2017, que j'imagine vous connaissez tous, relatif au RAT dans les immeubles bâtis. Ce dans un objectif d'obtenir une méthodologie qui soit effectivement le reflet du retour d'expérience des professionnels,
mais également qui soit adapté aux contraintes, aux besoins, mais aussi à la terminologie du domaine d'activité. Et donc, à ce titre-là, et grâce à l'investissement de tous les professionnels des domaines d'activité, que je tiens d'ailleurs à remercier dans cette occasion, eh bien aujourd'hui, ces travaux normatifs sont très largement achevés, puisque vous pouvez le voir, les normes sont soit publiées, soit pour la norme relative au repérage de l'amiante environnementale dans les sols et roches en place avant toute action humaine, sont en cours de publication. Mais, on le voit, eh bien, tout ceci a eu quand même une incidence non négligeable sur la durée de travail et allait bien au-delà de la date du décret du 1er octobre 2018. Donc, tout ceci m'amène tout naturellement au décret modificatif du 25 mars 2019. Tout d'abord, pour introduire cette idée que l'opérateur de repérage doit effectivement, lorsqu'il sélectionne un laboratoire pour l'analyse de ces échantillons, s'assurer qu'il est bien titulaire de la bonne portée d'accréditation, et ce, selon les prescriptions de l'arrêté du 1er octobre 2019. Alors, arrêté, précisons-le, qui aujourd'hui est pleinement entré en vigueur, et ce depuis la date du 21 avril 2021, puisque c'est effectivement la fin de la période transitoire que cet arrêté fixait pour les laboratoires accrédités selon l'ancien arrêté, l'arrêté du 6 mars 2003, arrêté qui ne prévoyait qu'une seule portée d'accréditation pour la recherche d'amiante délibérément ajoutée dans les composants de construction des immeubles bâtis. Alors, à ce titre, il faut quand même soulever que la pleine entrée en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 2019 a suscité un certain nombre d'interrogations, parmi lesquelles, par exemple, à qui incombe le choix du laboratoire accrédité, ou bien quel est le régime juridique qui s'applique à une convention passée avant la date du 21 avril 2021, la fin de la période transitoire. Et donc tout ceci nous a conduit à l'adoption, conjointement avec la Direction générale de la santé, co-signataire de l'arrêté, d'un question-réponse qui vient effectivement apporter éclaircissement sur ces différents sujets. Alors, ceci étant, il y a également d'autres questions qui nous ont été posées avec cet arrêté, relatives à certaines lignes méthodologiques que fixe cet arrêté et sur lesquelles actuellement nous développons nos réflexions conjointement avec la Direction générale de la santé. Je reviens au décret modificatif du 25 mars 2019, puisque l'un des apports premiers quand même de ce décret a été de remplacer la date initiale et unique du 1er octobre 2018 par des échéances distinctes, en fait une par domaine d'activité qui, vous le voyez, vont du 1er mars 2019 au 1er octobre 2020. Mais en gardant le principe qui régissait depuis le départ notre travail, c'est-à-dire le dispositif n'entre en vigueur dans un domaine d'activité qu'une fois l'arrêté d'application publié, l'arrêté d'application devant lui-même être précédé de la norme de référence du domaine, puisque c'est celle-ci qui fixe la méthodologie de repérage, ce qui suppose que les travaux normatifs soient terminés, et on l'a vu, ceci emporte un certain temps. Et bien évidemment, sans évoquer l'épidémie de Covid-19 que vous avez tous également à l'esprit et qui a eu quand même une incidence non négligeable sur ces travaux normatifs et réglementaires. Alors, la situation au jour actuel est effectivement la suivante. Nous avons effectivement réussi à publier 5 arrêtés d'application du décret du 9 mai 2017. Le dernier sera l'arrêté du 22 juillet 2021, qui aujourd'hui n'est pas publié, mais qui est de publication imminente, qui est relatif au repérage amiante avant travaux dans les installations, structures et équipements concourant à la réalisation et à la mise en œuvre d'une activité. Logiquement, il nous reste encore 2 arrêtés à prendre dans le domaine d'activité des immeubles non bâtis, logiquement, puisque c'est le domaine pour lequel soit la norme a été le plus tardivement publiée, la norme NFX 46-102 relative aux ouvrages de génie civil, aux infrastructures de transport et aux réseaux, soit, on l'a vu, la norme est en cours de publication. Alors, ceci étant, pour le premier domaine, les ouvrages de génie civil, le travail réglementaire est déjà bien avancé et nous avons prévu de procéder aux consultations des instances compétentes lors du second semestre 2021. J'en terminerai sur le RAT en soulignant une évidence, mais autant le dire, à savoir qu'un projet aussi ambitieux s'accompagne nécessairement d'une communication appropriée y afférent et au premier chef à destination des personnes qui sont tenues d'appliquer cette obligation, donc les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage, les propriétaires. L'année dernière, Sylvie Lester, vous avez annoncé la mise en ligne d'une plaquette RAT relative au domaine des immeubles bâtis
et qui finalement était à destination au premier chef des donneurs d'ordre particuliers, qui se retrouvait complété par un document intitulé Pour en savoir plus et qui venait préciser différents sujets relatifs aux RAT et que d'ailleurs, ceux qui suivent notre actualité ont vu qu'on a complété tout au long de l'année. Et donc, on ambitionne, pour le second semestre 2021 et plutôt le 4e trimestre, de procéder à des communications similaires, d'abord dans le domaine des aéronefs, en partenariat avec la Direction générale de l'aviation civile, mais également, une fois l'arrêté publié, dans le domaine des ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux, et ce avec l'appui logistique de l'OPP-BTP. Alors, sans transition, je passe à l'autre sujet fort concernant nos travaux, qui est l'ouverture du pilote d'hématamiante, c'est-à-dire l'outil d'élaboration et de transmission en format dématérialisé des plans de démolition, retrait, encapsulage, PDR. Ceci étant, je ne vais pas m'étaler sur le sujet puisqu'un atelier est prévu sur ce thème l'après-midi et donc je ne veux pas empiéter sur ce que diront les intervenants à ce moment-là. Une petite vignette pour rappeler la genèse, mais que moi, me contenterai de dire en quelques mots pour rappeler quand même que le projet est né notamment d'une sollicitation du SNED en vue d'obtenir la possibilité de transmettre sous format dématérialisé les PDRE à destination des services d'inspection du travail, ce au moment où s'exprimait une volonté gouvernementale d'organiser l'articulation des relations entre les usagers et l'administration. Et rappeler également que la conception d'hématamiante a été précédée d'une expérimentation régionale avec la participation de la CRAMIF, d'entreprises et d'organisations professionnelles volontaires et d'agents de la région Île-de-France, services d'inspection, CRAMIF, OPP-BTP, tous ces retours ayant alimenté la conception de l'hématamiante. Concrètement parlant, qu'est-ce que d'hématamiante ? Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, mais ce n'est peut-être pas le cas de tous. D'hématamiante a été conçu en réalité non pas comme un outil de dépôt de PDRE en format PDF que chaque entreprise aurait élaboré selon ses propres préceptes et selon ses propres outils, mais véritablement comme une plateforme de création et d'élaboration en ligne des PDRE en vue de leur transmission. Et ce, en lien avec un objectif premier qui finalement était celui de faciliter l'élaboration des PDRE et ce faisant de faciliter leur lecture par les différents destinataires. Mais je préfère souligner quand même un point pour qu'il n'y ait pas de confusion. La simplification d'élaboration des PDRE n'est pas synonyme d'appauvrissement de leur contenu. En partenariat avec les différentes personnes qui ont participé à cette conception, nous avons veillé à ce que l'outil permette à l'entreprise de préciser tous les aspects importants de son opération, que ce soit en lien avec son organisation, sa configuration, les zones de travaux qu'elle va constituer, les processus qu'elle va mettre en œuvre. Par ailleurs, il y a également d'autres objectifs au premier chef à destination des entreprises qui ont été prises en considération pour la conception de d'hématamiante, notamment la simplification d'envoi des PDRE, puisque tout va se faire par un simple clic une fois le PDRE élaboré, et aussi la sécurisation de leur envoi, notamment du fait que l'entreprise a la garantie que le PDRE va vers le bon service de contrôle par le biais du zonage du lieu de l'opération que fait l'outil et reçoit une preuve horodatée de la délivrance du PDRE. Alors, je ne m'étale pas sur cette vignette, elle a pour vocation de vous présenter très rapidement les différents portails à destination des entreprises, portails à destination des agents de l'outil, mais l'objectif de la réunion de cet après-midi est de présenter tout ceci plus en détail. Gardez cependant à l'esprit, dès à présent, que d'hématamiante permet aussi une articulation avec l'espace informatique de divers partenaires, que ce soit CRAMIF CARSAT, OPP-BTP et également les organismes certificateurs des entreprises de traitement de l'amiante. Dès à présent, CRAMIF CARSAT, OPP-BTP ont des flux informatiques qui leur permettent de récupérer les données renseignées dans d'hématamiante. Et au 1er janvier 2022, les organismes certificateurs recevront par ce biais les informations qui leur sont normativement et réglementairement dues. Je vais terminer cette présentation de d'hématamiante en disant quelques mots sur ses modalités de déploiement, puisque, on le comprend, c'est un outil qui va être utilisé simultanément par de nombreux utilisateurs, qui va régir beaucoup de données. Il y a quelques questions qui méritent d'être affinées, comme par exemple le poids des fichiers qui seront joints au PDRE. Et donc tout ceci justifie un déploiement progressif. Et c'est donc l'outil du pilote, comme expliqué sur cette diapositive, qui a été retenu à cette fin. L'arrêté du 17 mai 2021, qu'on a d'ailleurs modifié le 6 juillet 2021,
prévoyant effectivement 2 phases de ce pilote. La première qui est actuellement en cours et qui va s'achever au 31 décembre 2021, qui va effectivement imposer aux entreprises qui programment des opérations à partir de cette date sur les régions Pays de la Loire et Hauts-de-France de passer par des Matammiantes pour la transmission du PDRE, et ce, quelle que soit la localisation de leur établissement. Et ensuite, à partir du 1er janvier 2022, cette obligation sera élargie pour les entreprises qui programment également des opérations à compter de cette date sur les régions Normandie, Occitanie et La Réunion. Et c'est également cette date qui correspond le point de départ pour la transmission par des Matammiantes aux organismes certificateurs des données qui leur sont normativement et réglementairement dues. À l'issue de ces phases pilotes, on fera le bilan et si tout fonctionne bien, on élargira, plutôt à horizon été 2022, l'outil des Matammiantes à toute la France. Précision faite que ceci devra être précédé d'un décret modificatif en Conseil d'État du décret du 4 mai 2012 pour réviser les articles R4412 133 à 138, c'est-à-dire ceux qui fixent les règles encadrant l'élaboration et la transmission des PDR. Alors cette chute qui finalement annonce un premier texte réglementaire me permet d'arriver à la dernière partie de ma présentation qui, elle, touche à un tour d'horizon des textes réglementaires projetés ou auxquels le Pôle-Amiante doit participer, et en commençant par l'année 2021. Alors, en plus de ce que j'ai annoncé en première partie de présentation pour le RAT, effectivement, d'ici la fin 2021, le Pôle-Amiante a prévu un texte qui va réviser une cohorte de textes réglementaires, puisque je veux parler de l'arrêté du 19 août 2011, métrologie de l'air en milieu environnemental, 14 août 2012, métrologie de l'air en milieu professionnel, 8 avril 2013, les moyens de protection collective destinés à la protection de la zone de travail, et 1er octobre 2019, dont j'ai déjà parlé, et ce pour introduire la nouvelle version de la norme NFX 43050 que l'AFNOR a publiée en juillet 2021. Non seulement ça, mais également pour souligner son caractère obligatoire. Et par ailleurs, à cette occasion, nous tâcherons de répondre aux questions qui nous ont été posées, comme je l'ai évoqué en première partie de présentation, concernant les lignes méthodologiques, en tout cas certaines, développées par l'arrêté du 1er octobre 2019. En outre, on envisage également, d'ici fin 2021, de procéder à la révision de l'arrêté du 14 décembre 2012 qui est relatif à la certification des entreprises de traitement de l'amiante. Alors là, l'objectif est d'inscrire dans le corpus réglementaire un certain nombre de positions déjà énoncées, mais dans des notes de la DGT, des notes de 2017 ou de 2018 envoyées aux organismes certificateurs, et également garantir en toute hypothèse pour toute décision des préceptes de droit administratif, notamment le secret du contradictoire ou le respect effectivement des délais pour les voies de recours, dans la mesure où les organismes certificateurs agissent par délégation de service public. J'insiste sur un point, cet arrêté n'a pas pour objet de modifier le contenu des normes NFX 46010 et 46011, car ça suppose nécessairement un débat normatif et l'obtention d'un consensus. Et puis par ailleurs, nous avons également plusieurs dossiers qui sont sur notre planche à pain pour la période 2022-2024. Le premier desquels concerne finalement le volet européen. Effectivement, la Commission européenne a pris l'initiative cette année d'engager un travail de révision de la directive 2948 du 30 novembre 2009, la directive amiante, au premier chef pour procéder à une révision de la VLEP européenne en matière d'amiante, qui est, comme mis sur la diapositive, de 0,1 fibre par centimètre cube, donc 100 fibres par litre, sur 8 heures, avec l'utilisation de la technique MOCP. Soit pour abaisser ce seuil, soit pour changer de technique d'analyse, soit potentiellement les deux. Et avec des incidences, vous l'imaginez, avec les mesures de prévention à mettre en œuvre et conséquemment avec le coût des travaux. Et par ailleurs, cette initiative de la Commission européenne a également donné des idées au Parlement européen qui lui-même a pris une résolution au second trimestre 2021, résolution qui là aussi est destinée à faire réviser le contenu de la directive amiante. Et notamment, on retrouve un changement possible de la technique d'analyse. On retrouve aussi l'introduction d'une notion d'inspection qui n'est pas, sans rappeler notre RAT, préalablement à certains travaux et notamment les opérations de rénovation énergétique, et également l'idée de mettre des principes communs en matière de formation à la prévention entre tous les États membres. Donc du coup, le pôle amiante est d'ores et déjà très mobilisé sur ce dossier, ce qui va aller crescendo, notamment durant les premiers mois de l'année 2022, avec la présidence française de l'Union européenne.
Mais on en a également pour le niveau national, puisqu'on ambitionne toujours, au second semestre 2022, d'engager le travail de révision du décret du 4 mai 2012 et de ses arrêtés d'application, au premier chef desquels les arrêtés du 7 mars 2013 et du 8 avril 2013. Donc la vignette rappelle que pour réaliser ces travaux, on se basera bien sûr sur les données de Scola, sur les résultats de la campagne Carto-Amiante, mais aussi sur les résultats des études confiées à l'INRS et à l'IRSN sur l'évaluation de la performance des appareils de protection respiratoire que sont notamment le home ventilé et la tenue étanche ventilée, mais également sur les différentes innovations qui sont issues du PRDA. Alors, j'ai évoqué les études indispensables pour la réalisation de cette révision. Donc, ces études sont soit actuellement en cours, je pense par exemple à l'étude sur les homes ventilés, tenues étanches ventilées de l'IRSN, soit sont programmées, mais il faut avoir à l'esprit que, là encore, les incidences de l'épidémie de Covid-19 font qu'on n'attend pas des résultats, du moins pas de façon sûre, avant la mi-2022. Par ailleurs, et une fois qu'on aura bien avancé sur les orientations des révisions réglementaires, nous solliciterons l'AFNOR, alors à fin 2022, peut-être début 2023, pour engager les travaux de révision des normes 46010 et 46011 relatifs à la certification des entreprises de traitement de l'amiante, et bien sûr en ayant à l'esprit les révisions réglementaires déjà engagées. Par ailleurs, il faut avoir à l'esprit que tout le long de cette période, on va poursuivre nos efforts pour renforcer la montée en professionnalisation des différents acteurs de l'amiante, notamment avec les différents dispositifs de formation des opérateurs de repérage via les arrêtés pris pour l'application du décret du 9 mai 2017, mais également poursuivant nos efforts pour le déploiement des titres professionnels du désamiantage ainsi que du certificat complémentaire spécialité amiante lié au titre professionnel couvreur-zingueur. Enfin, plutôt à fin 2023, début 2024, nous engagerons les travaux de révision des derniers arrêtés pris en application du décret du 9 mai 2017, à savoir l'arrêté du 14 août 2012, notamment pour intégrer la dernière version du guide français de la norme ISO 16000-7, le GAX 46033, l'arrêté du 23 février 2012 pour intégrer les enseignements issus des campagnes de contrôle de l'inspection du travail à destination des OFSS 4 et plus récemment des OFSS 3, et aussi pour intégrer la loi du 5 septembre 2018 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel et tout particulièrement le certificat qualité appelé Calliope et qui entre en vigueur au 1er janvier 2022. Et enfin, l'arrêté du 14 décembre 2012 pour intégrer les modifications qui auront été apportées aux normes 46010 et 46011. Voilà présenté le décor. Merci pour votre attention. Et donc, je suis à votre disposition, ainsi que Sylvie Lesterp, chef du pôle amiante, je le précise, pour d'éventuelles questions de votre part. Merci beaucoup, Monsieur Collin. Je tiens à vous remercier. D'ailleurs, je vais demander à tout le monde d'applaudir. Vous avez été parfait dans le timing. Merci à tous. Alors, mesdames et messieurs, j'ai remarqué auprès du public, comme nous avons l'utilisation du smartphone, vous étiez nombreux et nombreuses à tenter de faire une photo d'agrandissement de ce que vient de nous proposer Thomas. Je vais vous rassurer, vous pourrez supprimer ces photos, à moins que vous les gardez en souvenir. Vous aurez la possibilité de télécharger sans aucun problème tout ce qui vient d'être présenté par la Direction générale du travail. Donc, vous faites comme vous le souhaitez, mais vous pourrez le faire sans aucun souci. On va passer, mesdames et messieurs, maintenant aux questions-réponses. J'ai une personne qui est à mes côtés, qui dispose d'un micro. Il sera désinfecté à chaque moment, chaque personne. Je voulais savoir qui souhaite débuter et s'il y a des questions auprès de la Direction générale du travail, soit auprès de Thomas sur son intervention, ou encore je sais que Sylvie est aussi à nos côtés. Ah, j'ai déjà une première question. Vous avez entendu tout à l'heure, question courte, succincte. Merci beaucoup et on va vous transmettre. Oui, bonjour, Benoît Ducrot, Bureau Veritas. Je voudrais savoir si vous pensez modifier l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage en travaux dans les immeubles bâtis pour introduire l'obligation réglementaire de rechercher l'amiante naturelle dans les enrobés des voies privées desservant des immeubles bâtis, comme vous l'avez évoqué dans votre question-réponse de juin dernier. D'accord. Oui, donc je vois votre question est effectivement en lien avec les précisions, comme vous l'indiquez, qu'on a apportées dans la question-réponse.
À vrai dire, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qu'on a sur notre table de travail. On considère actuellement que finalement, via l'arrêté du 1er octobre 2019 qui impose finalement les différentes portées d'accréditation et du fait de l'obligation qui incombe à l'opérateur de repérage de choisir le laboratoire titulaire de la bonne portée d'accréditation, on considère finalement que cette organisation réglementaire permet d'ores et déjà d'imposer, en tout cas d'attendre de la part de l'opérateur de repérage de choisir le bon laboratoire. Alors peut-être après, y a-t-il des questions de marché aussi qui peuvent éventuellement venir dessus et peut-être effectivement une précision réglementaire pourrait être un plus, hein, je le conçois. Disons qu'à notre sens, la réglementation aujourd'hui permet déjà de répondre au sujet. Si d'aventure après il s'avère que ça devient une véritable nécessité, ça pourra être envisagé. Mais très clairement aujourd'hui, ce n'est pas un objectif premier de la part de notre pôle. Merci, Monsieur Collin. Est-ce qu'il y a une autre question? Si c'est le cas, je vous invite à lever la main et merci. Oui, bonjour, Emmanuel Fèvre, Manexi. J'avais une question plus sur le plomb. Il a été évoqué lors de différentes réunions, une évolution peut-être de la réglementation sur le plomb avant travaux. Et je voulais savoir ce qu'il en était. Je crois que c'était plutôt la DGS qui s'en occupait, mais je voulais savoir si les travaux réglementaires étaient en cours. Excusez-moi, j'ai juste pas entendu l'objet des travaux, je suis désolé. Le repérage plomb avant travaux. Alors, le repérage plomb, il y a également des services de la DGT qui y sont associés, j'imagine, et je pense également les services de la DGS. Ceci étant, ce n'est pas le pôle amiante qui gère ce dossier, c'est le pôle chimie de la DGT, donc je ne suis pas capable de vous répondre pour vous dire effectivement l'état d'avancée et les éventuels travaux réglementaires qui pourraient y être associés. Alors j'ai une intervention, peut-être Isabelle? Allô, bonjour. Oui. Bonjour. J'ai une question effectivement à propos de l'évolution de la réglementation européenne. On entend circuler que la méta serait peut-être préconisée et éventuellement des seuils d'une fibre au litre pour la VLEP. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors merci de cette question. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel, comme je l'ai dit, nous sommes très engagés et nous sommes aussi très vigilants. J'ai évoqué en filigrane les incidences que peuvent avoir une évolution réglementaire un peu sèche sur après l'organisation et la réalisation des travaux. Donc un rapport final, enfin disons un projet de rapport final est aujourd'hui élaboré par le groupe de travail au niveau européen qui fait une sorte de brainstorming sur effectivement les différents seuils existants en Europe et se dégage effectivement globalement deux gros seuils, qui est le seuil de 10 fibres par litre qui se rapproche finalement du seuil français et effectivement le seuil d'une fibre par litre qui correspond à la VLEP hollandaise. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'orientation prise. C'est encore des réflexions qui sont engagées et en association bientôt avec les représentants des États membres. Ceci étant, il a quand même été repéré plusieurs interrogations autour de la VLEP hollandaise. Effectivement, la méthode est également une méthode de type électronique, mais ce n'est pas la même méthode que celle mise en œuvre en France. Ils ne sont pas sur la méta, ils sont sur une méthode appelée méthode SEM, qui permet effectivement de comptabiliser plus de fibres, mais pas les fibres fines. Donc on voit bien la différence par rapport à la France. Nous avons une relative incertitude qui mérite d'être clarifiée au niveau du groupe de travail sur les modalités de réalisation des mesurages. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se réalisent dans les mêmes configurations que celles qui sont demandées par la réglementation française? Bon, en tout état de cause, les représentants des groupes de travail ont effectivement pointé à destination des consultants l'incidence évidente qu'aurait un trop gros abaissement de la VLEP doublé d'une technique d'analyse aussi fine que celle qu'on peut avoir effectivement sur la réglementation française. Je pense que le message à porter, et bien évidemment, nous garderons toute vigilance sur ce sujet au vu des incidences possibles que ça pourrait emporter pour tous. Y a-t-il une autre question, mesdames et messieurs? Si c'est le cas, je vous invite à... Oui. Oui, bonjour, Patrick Bontemps, laboratoire Adelab. Moi, c'était une question concernant des matamiantes. En fait, les plans de retrait sont très régulièrement transmis au laboratoire pour toute la métrologie amiante sur le chantier, l'élaboration de la stratégie d'échantillonnage. Est-ce qu'il est prévu à terme que les laboratoires puissent avoir accès à des matamiantes pour pouvoir consulter ces plans de retrait plutôt qu'on nous les transmette? Ouais. Alors, la réponse aujourd'hui va être une réponse totalement juridique, c'est-à-dire que finalement, des matamiantes a été faite à droit constant. C'est un laïus que nous avons répété tout le long, et notamment à tous les participants, mais également à toutes les personnes intéressées sur le sujet. Aujourd'hui, les destinataires de des matamiantes sont les personnes qui, réglementairement, sont effectivement informées sous forme de déclaration, finalement, de l'ouverture d'un chantier de désamiantage. Aujourd'hui, les laboratoires n'en font pas partie. Donc aujourd'hui, la réponse est non.
Et très sincèrement, il n'est pas aujourd'hui envisagé d'élargir effectivement la transmission des informations des maths amiantes au laboratoire. Donc voilà un état des lieux et une réponse juridique, mais les raisons juridiques de cette situation. Une autre question. Bonjour, est-ce que des maths amiantes sera accessible aux donneurs d'ordre qui doivent avoir le plan de retrait au final? La réponse va être exactement la même que celle que je viens de faire, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a fait des maths amiantes par rapport aux destinataires qui sont listés dans les articles R4412, 133, 138. Les destinataires sont les autorités de contrôle, que ce soit les services d'inspection du travail ou les services de prévention que sont CRAMIF, CARSAT ainsi qu'au PPBTP pour leur travail de préventeur. Le donneur d'ordre ne fait pas partie des destinataires réglementaires, en tout cas au titre de la déclaration de l'opération. Donc, mais pas plus que le service de santé au travail, pas plus que les institutions représentatives du personnel, pas plus que le coordonnateur SPS ou que le maître d'œuvre. Tous ces protagonistes qui, j'en conviens, ont une utilité, bien sûr, c'est évident, à prendre connaissance du contenu du plan de retrait, ne sont malgré tout pas des personnes qui ont été ciblées par l'autorité réglementaire comme destinataires d'une déclaration d'ouverture d'un chantier de désamiantage, et donc à ce titre ne sont pas destinataires des informations des maths amiantes qui a été voulu et pensé à droit constant. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, Gilles Farco, Forme Amiante. Je voulais savoir s'il était envisagé dans le futur cadre réglementaire que le suivi de l'exposition fasse appel à des mesures d'empoussièrement intramasque plutôt que l'application d'un facteur de protection standardisé. Et quelle est la politique en la matière dans les autres pays européens? Alors, pour la politique dans des autres pays européens, l'information, je ne l'ai pas. Ça aurait été d'ailleurs une information intéressante. Les consultants qui ont été missionnés par la Commission européenne pour faire ce travail de brainstorming et pouvoir effectivement comparer les VLEP ont effectivement essayé de savoir comment étaient réalisées les modalités de mesurage. Donc nous, on a pu leur répondre au niveau de la France via l'INRS qui gère la base de données Scola. Pour autant, le rapport montre que la plupart du temps, ils n'ont pas l'information et ne savent effectivement pas si les mesures sont faites à l'extérieur ou à l'intérieur du masque. Moi, je ne peux pas vous dire à coup sûr si d'autres États membres font des mesurages à l'intérieur du masque. S'agissant des évolutions réglementaires, aujourd'hui, il n'est pas prévu de faire changer la chose. Du reste, la réglementation s'appuie sur les normes métrologiques et elle aussi donne des modalités de réalisation des mesures. Donc aujourd'hui, les mesures sont toujours réalisées dans les mêmes conditions et il n'est pas prévu de faire évoluer ce principe. Dernière question sur votre gauche, madame. Merci. Bonjour, Eric Zabo Alpaga. J'ai une petite question. Il y a différentes notes DGT qui sont sorties cette année concernant les préparations pour les confinements ou autres pour les entreprises de désamiantage. Est-ce qu'il est prévu non une certification par l'IR pour justement ces entreprises? Et justement, est-ce que le dématamiante a été réalisé aussi pour la réalisation des ensembles de 10 plans de retrait aux préparations de chantier amiante? D'accord. Oui, je vois effectivement. Alors, au niveau de dématamiante, la chose a été effectivement prise en considération parce qu'effectivement, on a bien pris conscience qu'à partir du moment où on précisait que certaines entreprises ayant la certification SS3 pouvaient effectivement participer à la seule réalisation des travaux préparatoires parce qu'ils ont une compétence appropriée en ce domaine-là, il fallait effectivement cantonner dans ce cas-là l'élaboration du PDRE sur ce sujet spécifiquement. Après, une certification spécifique, non. Du reste, pour envisager une chose de la sorte, il faudrait là encore ouvrir la révision des normes 46010 et 46011. Donc, je ne dis pas que c'est inenvisageable, mais aujourd'hui, ce n'est pas envisagé et ce n'est pas l'autorité réglementaire seule qui peut le faire. Merci, monsieur Thomas Collin, pour avoir pris le temps d'échanger avec les personnes qui vivent cette conférence. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer aux réactions de nos intervenants. Le premier qui va s'exercer, c'est monsieur Lionel Jeannot, président de la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Bonjour Lionel. Bonjour, merci. Merci de la richesse de toutes vos explications. J'ai une remarque sur la communication qui est prévue à la fin de l'année sur l'ERAT dans le cadre du non-bâti. Et justement de rebondir sur le bâti et de rappeler que ces communications existent et qu'auprès des maîtres d'ouvrage qui savent que les RAT sont obligatoires, on est plus aujourd'hui dans une problématique de méthodologie et d'anticipation de la réalisation de ces repérages qui sont essentiels pour que tout le déroulement et l'évaluation des risques se passent bien. Et là, il reste encore tout un travail pédagogique
de manière à ce que les maîtres d'ouvrage puissent anticiper cette demande, accompagner les opérateurs de repérage pour qu'ils comprennent que la réalisation de ces repérages, c'est du temps homme. Ce n'est pas que des prélèvements, que les prélèvements sont utiles, mais doivent être justifiés. Et c'est très important parce que, in fine, le repérage doit être le document exploitable pour toute la vie, enfin pour tous les travaux, qui vont permettre de prendre les décisions de tous les intervenants liés au chantier. Et cette communication, par le biais de la DGT, est très importante parce que vous êtes la référence. Donc, je voulais savoir si, dans le cadre du bâti, il y aura une piqûre de rappel. Je me permets juste de rebondir. En fait, comme je l'ai évoqué, mais c'est vrai très rapidement, nous complétons finalement assez régulièrement la note pour en savoir plus, notamment lorsque des sujets se présentent et nécessitent effectivement d'apporter des précisions. C'est vrai que par ce biais, finalement, nous remettons un peu en lumière la communication sur ce sujet. À ce stade, par contre, une communication supplémentaire à l'équivalent de la plaquette RAT telle que nous l'avons produite l'année dernière n'est pas envisagée. Ça ne veut pas dire que nous n'envisage plus du tout, surtout sur ce sujet d'importance, qui représente 80% des repérages, à ne pas réaliser de communication supplémentaire. Il est vrai que pour l'heure, on cherche effectivement à transmettre finalement les mêmes données informatives dans les autres domaines d'activité. Mais ceci étant, je prends note de votre appel du pied et de l'utilité que la chose pourrait avoir, en tout cas dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lionel Jeannot. On va maintenant écouter la réaction ou les réactions avec notamment monsieur Jean-Marc Moinard, président adjoint de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers FNIM. Oui, je reviens un instant effectivement sur ce qu'a dit Lionel Jeannot dans le cadre de la rénovation énergétique. Toute l'importance en fait du RAT est primordiale pour que, notamment au niveau des particuliers, le marché avance dans ce sens, d'accord ? Je sais que la partie plomb avant travaux n'est pas dans le périmètre, mais je pense qu'il y a indirectement, sur pas mal de bâtiments, une relation de cause à effet avec quelque chose qui doit être optimisé au niveau du client et qui peut être optimisé en termes de coût globalement sur cette opération. Moi, ce que je voulais réinsister, c'était sur le point par la DGT sur la partie génie civil, d'accord ? Toutes ces infrastructures, transport, réseau, effectivement, les collectivités locales sont en premier lieu intéressées et confrontées à ce problème, les directions départementales, etc., etc. Je voulais savoir un petit peu de quelle manière, en fait, vous allez orienter cette communication. Ouais. Alors, déjà au premier chef, nous avons actuellement des échanges en cours avec l'Association des maires de France et les associations de départements de France pour justement leur présenter le cadre de l'arrêté, les nouvelles obligations qui seront les leurs et effectivement leur permettre tout à la fois de prendre conscience de leurs futures obligations, mais également de s'adapter d'ores et déjà et de nous indiquer effectivement leurs besoins. Après, les modalités de communication, donc la plaquette que j'ai évoquée, sera finalement calée sur un système un peu similaire que celle de la plaquette RAT, à savoir un document de synthèse, donc un flyer de 4 pages, qui va effectivement venir rappeler plus ou moins les mêmes obligations, mais dans le contexte qui est celui qu'on évoque, obligations à la charge du donneur d'ordre, ce qui est attendu de la part de l'opérateur de repérage, plus une présentation aussi des différents types d'ouvrages qui sont potentiellement concernés par ce système de repérage. Et on viendra le compléter, là encore, d'un document pour en savoir plus, qui viendra apporter des précisions qu'on pourra retrouver à l'identique de celui dans le domaine des immeubles bâtis, mais qui viendra aussi apporter des précisions, et je pense tout particulièrement pour le sujet analyse, sur ce domaine spécifique. Voilà. Merci. Merci, monsieur Jean-Marc Moinard. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur Anis Megdish, président de l'AFEL Asbestos, French Ethic Lab. D'ailleurs, j'aimerais très rapidement, même très brièvement, juste revenir sur cette nouvelle structure et que vous nous en dire un petit peu plus avant d'enchaîner sur votre réaction. Alors oui, bien sûr, donc juste en lien aussi avec la richesse du corpus réglementaire et normatif que vous venez donc de présenter. En fait, c'est utile aussi de se rappeler qu'en France, à l'instar de toute la filière amiante, on a développé quand même une expertise, une offre de services au service de la gestion du risque amiante qui est quasi aussi unique au monde.
Et c'est ce Made in France qui est à l'origine, et valoriser ce Made in France qui est vraiment à l'origine de la création de l'AFEL. Un Made in France qui est certes en danger aujourd'hui par l'offre de laboratoires étrangers, un Made in France qui veut défendre des enjeux RSE, la formation, l'emploi dans la filière analytique, et enfin un Made in France qui a pour vocation d'être valorisé à l'international. Donc voilà en quelques mots. Merci pour cette précision. Merci pour cette précision. Je vous laisse maintenant réagir effectivement suite à l'intervention de Monsieur Thomas Collin. Alors en fait ma réaction elle est liée forcément à l'impact de la mise en œuvre de l'arrêté du 1er octobre 2019. Donc cet impact qui a été aussi subi par la filière, donc forcément l'AFEL ne peut aussi qu'amener quelques éléments aussi de précision et d'explication. L'impact de l'arrêté, même si on souscrit bien évidemment totalement à l'ambition, à l'enjeu qui est présenté, qui est porté par la Direction Générale du Travail et qui a boosté toute cette expertise justement sur la partie analytique, néanmoins, dans le contexte économique aujourd'hui que vivent les laboratoires, forcément a présenté d'énormes difficultés de mise en œuvre. L'enjeu pour l'AFEL, ça a été forcément d'étudier aussi les impacts de ces nouvelles dispositions. Alors, j'y reviendrai, mais ces nouvelles dispositions, techniques notamment, ont augmenté avec une manière évidente les coûts de production de 30 à 40% au sein des laboratoires par analyse. De la même manière, ça a rallongé les délais. Il y a des notions techniques d'obligation de double grille, d'obligations faites au laboratoire sur les analyses multicouches. Alors, l'AFEL a présenté des études d'impact, notamment à la Direction Générale du Travail. Et notre enjeu fort, c'est, tout en préservant vraiment l'ambition d'améliorer le taux de détection de l'amiante, de sa localisation dans le matériau, maîtriser cet enjeu-là. Alors je ne sais pas si ce que vous aviez évoqué tout à l'heure sur un affinage ou des modifications méthodologiques dans le cadre des questions-réponses portées sur ce sujet-là. Je reconnais que c'était un peu byzantin, sibyllin en tout cas, mais c'était bien ça, oui. Effectivement, je peux vous confirmer que nous avons effectivement pris bonne réception des éléments que l'AFEL, mais également l'ULSB nous ont communiqués. Et effectivement, nous avons saisi sur cette base, conjointement avec la Direction Générale de la Santé, l'ANSES, comme nous y étions engagés, pour avoir effectivement des retours de sa part et savoir, in fine, quelles évolutions apporter à l'arrêté du 1er octobre 2019. Donc effectivement, la saisine est faite et donc nous sommes en attente du retour de l'ANSES. Merci Monsieur Anis Megdich. Nous allons continuer nos réactions avec Monsieur Vincent Saint-Pereira, tout nouveau président de l'Union des laboratoires de santé du bâtiment. Alors quelles sont vos réactions, Vincent? Vous représentez effectivement ces structures par rapport à l'intervention de Thomas Collin. Bonjour tout le monde. Moi, je représente tout nouvellement la présidence de l'ULSB, qui a été créée en 2006 et qui représente les organismes accrédités de laboratoire et organismes de comptage et de prélèvement. Et l'essentiel du sujet pour moi, c'est également l'arrêté du 1er octobre dont on a échangé. Donc, notre association travaille en étroite collaboration avec les instances normatives et réglementaires, l'INRS, la DGT, le COFRAC, l'AFNOR, on révise aussi les normes. Voilà, donc moi ma question était, mais je pense que le tour a été fait sur la partie effectivement du 1er octobre 2019, l'arrêté matériel. Thomas, vous êtes déjà en lien avec cette association depuis quelques années. Comment vous fonctionnez en général cette collaboration avec la Direction Générale du Travail? En règle générale, le système, en tout cas au niveau du pôle amiante, je ne m'engagerai que pour le pôle amiante, mais le pôle amiante a toujours quand même le souci de prendre attache avec les professionnels, les personnes expérimentées sur les lignes réglementaires qu'ils projettent d'établir. Donc en général, on est les premiers à la plume et on fait effectivement un premier draft. Mais ce draft, en général, après, est communiqué auprès des personnes, on va dire, ayant l'expérience et la compétence pour nous faire effectivement des retours, de façon à faire évoluer le dit document.
Ce n'est pas de la consultation, hein, je le précise bien. Nous avons des instances compétentes qui sont effectivement celles qui ont vocation à être consultées pour rendre un avis sur nos textes réglementaires. Là, il s'agit véritablement d'améliorer, de bonifier, de compléter le texte réglementaire. Effectivement, cet échange se fait en général en amont, même si encore une fois, le premier jet est le nôtre, et se poursuit en général jusqu'à la finalisation du texte qui sera présenté aux instances consultantes pour consultation. Merci Monsieur Collin, merci Monsieur Vincent Sa-Pereira. Notre première touche féminine sur... Et oui, aujourd'hui avec Madame Isabelle Viau, syndicat du retrait du traitement de l'amiante et des autres polluants. Isabelle, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. D'abord, je voulais vous dire que ça fait plaisir de vous voir en réel et pas à plat sur un écran. Donc franchement, voilà, on est vraiment très heureux de vous retrouver. Pour réagir à l'intervention de Thomas Collin, d'abord je représente Michel Bonfils, le président du CIRTA, qui ne pouvait pas être avec nous. Un premier point sur le RAT. Moi, je ne suis pas une technicienne du RAT. Je trouve dommage, au moment où on parle de rénovation énergétique de partout, qu'il n'y ait pas un plan d'aide financière pour le repérage et pour les travaux, puisqu'on sait que l'amiante est souvent un ralentisseur, voire un frein à la rénovation énergétique. Et je voulais vous interpeller sur ce sujet pour savoir s'il y a des travaux avec le ministère de l'Environnement sur ces sujets de soutien financier à ces métiers amont de la rénovation énergétique. C'est une réflexion pertinente. Je reconnais qu'effectivement, un projet de ce type boosterait considérablement et effectivement lèverait des difficultés potentielles. De façon très sincère, enfin très franche, aujourd'hui, non. Il n'y a pas effectivement ces échanges, du moins au-delà de simples échanges informels qui peuvent exister en interministériel. Voilà, moi je partage effectivement votre opinion sur l'utilité de la chose. Je ne suis pas sûr finalement que jusqu'à présent nous ayons eu de l'autre côté ministériel le même intérêt partagé. Je ne dis pas que cet intérêt n'existe pas, mais peut-être on n'a pas encore su le trouver suffisamment. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à essayer. Alors on s'y emploiera. Alors justement, le PRDA, le plan recherche et développement amiante, est terminé. Mais c'était un bon tremplin pour un certain nombre d'initiatives. Et je voulais dire que le corpus réglementaire, qui est très riche et qui, pour la partie retrait, va commencer vraiment, avec un décalage, et d'une certaine manière, tant mieux, s'enrichit aujourd'hui des bonnes pratiques professionnelles avec les règles techniques de sous-section 3, qu'on a élaboré avec le CEDRE. On en reparlera à 11h30 en conférence. Mais c'était très important qu'on puisse compiler les bonnes pratiques de chantier. On ne réécrit pas la réglementation, on s'inscrit dedans. Par contre, c'est le comment faire. Et je voulais dire que, évidemment, quand on lit bien ces règles techniques, on voit qu'il y a des savoir-faire très particuliers pour certains types de chantiers, certains types de processus, certains types d'environnement, et que, vous le savez, on ne s'en cache pas, on travaillera avec vous sur la certification dans l'optique d'une différenciation des certifications des personnes et des entreprises qui font du retrait d'amiante, parce que ce soit les moyens techniques, les moyens humains, les compétences, on considère aujourd'hui qu'il y a des désamiantages et que c'est important d'en tenir compte dans l'assertif. Donc voilà ce message, mais vous le connaissez. Et les compétences, j'y reviens, on voit bien dans ces règles techniques que le niveau de compétence n'a cessé de s'élever, et tant mieux, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Ça, Olivier en reparlera. Je voulais aussi rebondir sur la question de Gilles Farco sur l'intramasque. Alors, on n'a pas vocation au CIRTA à faire de la réglementation, c'est votre métier. En revanche, dans le cadre du PRDA toujours, je précise que le système de prélèvement intramasque SVS, avec nos partenaires 3M Scott et Tecora, qui est présent ici, a son premier chantier pilote la semaine prochaine. L'objectif, c'est d'une part de bien observer ce qui se passe en adduction d'air, qui est, encore une fois, quand on est sur des traits émissifs dans des milieux difficiles, à peu près incontournable, et pourtant pas si bien maîtrisé que ça. Donc on va observer, avec beaucoup de données périphériques au prélèvement intra lui-même. Les 2 EPI sont certifiés, le masque et le système de prélèvement, et évidemment, on livrera tous ces résultats à vous en particulier pour en faire peut-être une base de réflexion pour la suite. Et puis voilà, le reste, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vous propose de venir sur notre stand D6 après, toute la journée et demain, de rester surtout pour 11h30 pour la conférence sur les règles techniques,
des maths amiante à 15h30. Ça pose plein de sujets, mais là, Olivier va en parler. Et puis demain, de nouveau, un atelier sur les règles techniques pour parler à la fois des processus émissifs et du hors bâtiment, parce qu'il y a repérage. Oui, moi, je fais les 3 minutes. Hein. Vous m'avez laissé du temps. J'ai l'impression qu'il y a déjà Lionel qui va me regarder. Il n'y a pas que le bâtiment dans le désamiantage, il y a tout le reste. Le repérage, maintenant, est bien obligatoire partout. Donc, parlons un peu aussi de ce qui sera peut-être l'avenir pour certains gros équipements extrêmement difficiles à désamianter en sécurité in situ. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. D'ailleurs, je n'aurais plus besoin d'annoncer l'atelier, vous l'avez très bien fait pour 11h30. Je vais enchaîner, merci beaucoup, avec monsieur Olivier Rio, syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage. Olivier, suite à l'intervention de Thomas, quels sont vos ressentis, vos réactions? Bonjour à tous. Trois sujets en particulier sur lesquels nous souhaitons rebondir. Le premier porte sur les ressources humaines avec les titres professionnels et les CQP que vous avez abordés dans votre présentation. La quasi-totalité des entreprises aujourd'hui fait face à des difficultés de recrutement. On entend parfois que nous sommes dans une situation de plein emploi, ce qui peut sembler paradoxal par rapport à d'autres égards. Mais nous avons une démarche particulière, en particulier avec les cofinanceurs de collectivités locales, sur les démarches CQP, pour identifier les candidats qui seraient éligibles et qui seraient intégrables dans ces démarches dans des bonnes conditions. Donc voilà, c'est un sujet qui nous porte particulièrement à cœur. Le second, pour amener un autre regard sur les règles techniques qu'a présenté Isabelle. Les règles techniques, à l'initiale, ça s'est voulu comme les DTU du bâtiment. L'ambition était de dire que leur respect permettrait de réaliser la quasi-totalité des chantiers classiques et académiques. Donc ça a été un travail qui a été long, qui a été enrichissant. On serait peut-être ravis si leur non-respect pouvait avoir des conséquences incitatives, dans le même esprit que les DTU. Ça, c'est un sujet qui permettrait peut-être dans une deuxième partie de faire vivre les règles techniques, mais ça, on en parlera dans la présentation de 11h30. Et pour conclure, effectivement, moi, ce que j'ai retenu dans les règles techniques, c'était qu'on remettait l'évaluation des risques, en particulier, au cœur de tout. Dernier point sur des maths amiantes que vous avez évoqué. On est en phase expérimentale depuis le 1er septembre. Je suis convaincu que c'est un projet qui rassemblera un très bon accueil dans la profession si ça amène une simplification effective, en particulier sur la forme du livrable pour les gens qui n'en sont pas les premiers destinataires que vous avez évoqués, en particulier sur l'intégration de visuels qui peut manquer aujourd'hui. Mais la phase expérimentale est là pour nous permettre de découvrir l'objet. Et effectivement, en tant qu'organisation professionnelle, on ne souhaite pas avoir à rajouter et à compiler des déclarations successives, mais plutôt de concentrer. Donc, nous sommes tout à fait dans la démarche par rapport à ce sujet-là, en particulier sur la forme du livrable, voilà, de des maths amiantes. Je ne sais pas si vous avez une visibilité sur ces éventuelles mises à jour ou sous la forme des contributions qu'on pourrait faire dans les régions pilotes. Très clairement, hein, le pilote a vocation justement à permettre de mettre en lumière les correctifs, les compléments et aussi les modalités d'accompagnement, même si c'est effectivement sous la forme de présentation graphique ou en tout cas de présentation structurelle du livrable. Donc effectivement, c'est l'occasion de faire ces remontées au premier chef auprès du service de la direction du numérique, dont des représentants seront présents cet après-midi à l'atelier, pour effectivement améliorer encore l'outil. C'est encore possible. Toute la période du pilote le permet. Donc effectivement, il ne tient qu'à vous, ou en tout cas à tous ceux qui l'utilisent, de faire les remontées pour effectivement permettre de faire évoluer positivement l'outil. Merci. Merci Monsieur Thomas Collin, merci Monsieur Olivier Rio. Nous allons conclure dans quelques instants avec notre dernière intervention. Madame Nadège Larigaudière, Fédération française du bâtiment. Oui, merci. Je voulais juste commencer mon intervention par rappeler la Fédération française du bâtiment, ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas toujours. Donc, c'est une fédération qui regroupe des entreprises du bâtiment, donc tout corps de métiers confondus. Il y a 50 000 adhérents aujourd'hui. Et donc, ces entreprises du bâtiment peuvent être amenées à intervenir sur amiante
donc qu'on soit en sous-section 4 ou même en sous-section 3. Je voulais réagir par rapport à la présentation de Thomas. Donc on voit que l'ambition sur la révision de la réglementation est importante. Il y a un gros travail. Et donc ce travail-là, c'est vrai qu'au niveau de la FFB, on essaie d'être présent dans tout ce qui est concertation qui avait été évoqué. Donc ça fait partie voilà, de l'accompagnement qu'on peut donner aux entreprises. Et cette réglementation, c'est un jeu d'équilibriste, parce qu'en fait, la réglementation, elle est utile que si elle est appliquée. Donc pour qu'elle soit appliquée, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu délicates, qui relèvent aussi de la concertation, mais il faut qu'elle soit relativement simple, sinon les entreprises du bâtiment, enfin nous c'est les retours qu'on a, nous, des entreprises. Faut que techniquement elle puisse être applicable. Si on est à côté de la plaque, après ça, voilà, la réglementation ne va pas être appliquée. Et puis d'un point de vue économique aussi, il y a ce point-là. Quand ça passe pas au niveau économique, on va avoir beaucoup de mal à faire passer la réglementation. Donc sur tous ces aspects réglementaires, il y a un point qui est très important et qui a déjà été abordé par mes collaborateurs, c'est le sujet du repérage avant travaux qui est crucial. Donc, dans le cadre de la prévention des risques dans laquelle nous on est engagé, la prévention des risques professionnels et puis tout ce qui va être amélioration des conditions de travail. Donc ce repérage avant travaux, il est capital parce que pour une intervention sur amiante, qu'on soit en sous-section 4 particulièrement parce que c'est un petit peu le côté un petit peu mis à l'écart jusqu'à présent, mais aussi sous-section 3, c'est vraiment ce qui permet sur chantier de pouvoir anticiper la prévention des risques, d'avoir vraiment la connaissance d'amiante, et aussi ce qui permet de chiffrer aussi, pouvoir faire son devis au mieux, et aussi pour le maître d'ouvrage d'établir son marché au mieux en fait. Donc ce repérage avant travaux, il est vraiment crucial et donc on le soutient complètement dans sa mise en place. Et puis donc autre point que je voulais aborder, donc vous avez parlé de carto amiante rapidement. Donc ça c'est une action donc, qui a été engagée il y a quelques temps maintenant, plusieurs années, à destination donc, des entreprises qui interviennent en sous-section 4. Et pour ces mesures d'empoussièrement-là, l'AFFB a été force de mobilisation auprès de ces entreprises pour pouvoir proposer des chantiers, sachant que c'est une action qui est en partenariat DGT, OPP et INRS. Et l'idée, c'est d'avoir donc un protocole de mesures éprouvées et des résultats donc, qui fournissent des valeurs de référence pour la profession. Donc ça, c'est très important pour nous. Ça a été une grande avancée d'avoir ce dispositif qui a été mis en place et qui continue toujours et qui a alimenté un autre projet que je voulais évoquer, mais il y aura un atelier cet après-midi qui sera tenu par l'OPP-BTP, qui a alimenté donc un autre projet qui s'est mis en place dans le cadre du PRDA et avec un financement du programme PACT. C'est donc les règles de l'art amiante en sous-section 4. Sur ces règles de l'art amiante en sous-section 4, on a eu vraiment une initiative, c'est un peu le pendant de ce qu'a évoqué Isabelle sur les règles techniques sous-section 3, donc des professionnels accompagnés donc, de l'OPP-BTP pour donc, travailler ensemble. Il y a eu des groupes de travail pour fournir donc, des propositions, des modalités d'intervention. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont réunis ensuite pour les passer en revue, pour pouvoir avoir aussi une vision assez globale de tous les acteurs sur ce sujet-là, sachant que c'était un peu l'objectif du PRDA aussi, d'avoir tous les acteurs, toute la chaîne amiante qui étaient autour de la table. Donc il y a un site internet qui est sorti aujourd'hui, de nouvelles fiches donc, alimentent régulièrement le site, donc, qui est règledelaramiante.fr. Et puis donc d'ici peu, il y aura un serious game basé sur les premières règles de l'art qui va sortir et permettront donc aux entreprises ou aux collaborateurs de pouvoir s'exercer aux gestes professionnels grâce à cet outil-là. Et dernier point, je voulais réagir sur ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure en matière de financement des travaux ou même des repérages avant travaux. Ça, c'est un point qui est très délicat, mais il est vrai que le PRDA, à l'origine, a été issu d'une démarche qui était liée à tout ce qui était rénovation énergétique. Donc on va dire que tout ce qui a été mis en œuvre dans le cadre du PRDA était lié à ce sujet de rénovation énergétique. Et il existe quand même des aides aujourd'hui pour les travaux qu'il faut aller chercher pour les particuliers ou pour les ménages, que ce soit auprès de l'ANA
ou même il y a certaines régions, alors il faut connaître les régions, par exemple en Pays de la Loire, il y a des aides qui sont apportées pour les agriculteurs qui refont faire leur toiture, etc. Donc il y a des choses un petit peu locales, mais peut-être que par la révision de la directive européenne, il y a des choses qui sont proposées. On verra si, voilà, si ça permettra d'avancer sur ce sujet-là. Merci Nadège, je vous félicite mesdames parce que en fait j'ai quasiment plus rien à dire sur le programme des 2 jours parce que vous avez pris le temps et tant mieux, ça fait aussi partie mesdames et messieurs de cette 7e édition du SPA. J'aimerais que vous preniez le temps de les applaudir. Merci pour vos interventions, vos réactions, vos présentations, des petites piqûres de rappel. Bien sûr Thomas, je tiens